Bismillah. Shannon souffrait d'un abcès dentaire. Chacun lui donnait son avis. Troy proposa d'arracher la dent. Quand on perd une molaire, les joues se creusent et on a l'air d'avoir 100 ans, s'exclama Shannon furieuse. Je vais te chercher des clous de girofle, dit Alexandria. Vous souvenez-vous de ce remède gitan demanda Damascus. Je crois qu'il y est question de toile d'araignée. Et si tu demandais à qui tu sais? Je ne risque pas de me montrer à lui avec une tête pareille, rétorqua Shannon en se tournant la joue. J'ai une idée, lança Tabrisia. Nous allons préparer un cataplasme avec des flocons d'avoine pour faire sortir le poison. Il faut l'appliquer le plus chaud possible et le changer dès qu'il commence à refroidir. Il faudra probablement y passer la journée. Les jeunes filles laissèrent bientôt Shannon à ses misères afin de vaquer aux préparatifs des festivités du lendemain. Seul Tabrisia resta fidèlement à ses côtés et continua à faire bouillir des flocons d'avoine jusqu'à la tombée de la nuit. Quand Shannon remarqua les cernes qui ombraient ses yeux, elle eut un élan de générosité. « Quelqu'un doit prévenir Johnny Raven que je ne viendrai pas ce soir. Vous lisez dans mes pensées. J'avais l'intention de m'en charger. M'emmènera-t-il à Édimbourg ? Sûrement. Votre rançon a été payée, ce n'est que justice. » Tabrisia se tenait sur une petite colline hors des murs du château, enveloppée dans la cape en velours vert qu'elle avait si souvent prêtée à Shannon. Elle frissonnait dans le brouillard. Elle entendit un cheval approcher au galop. Brusquement, 2 bras puissants la soulevèrent et elle se retrouva emportée par Johnny Raven. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, aussi étonné qu'elle. « Où est Shannon » Il avait des yeux de jet et de longs cils noirs. Ses cheveux effleuraient ses épaules. La lune, jouant à cache-cache entre les nuages, fit scintiller la pièce d'or à son oreille gauche. Elle souffre le martyre à cause d'un abcès dentaire. Elle pensait que vous pourriez m'emmener à Édimbourg. Que m'offrirez-vous en échange? Je ne possède rien. Quelle idée de quitter les mains vides un château qui regorge de richesses, dit-il dans un éclat de rire. Êtes-vous toujours aussi naïve? Allez-vous vous donner à moi? Non, s'écria Tabby outré. Ne pouvez-vous pas m'aider par charité? Je préférerais mourir plutôt que de demander la charité, fit-il d'un air méprisant. N'avez-vous aucune fierté? Tabrisia s'aperçut qu'elle portait encore l'émeraude de Royce. La bague lui fit soudain horreur. « Tenez, dit-elle. Attendez-moi, ordonna-t-il en descendant de cheval. Il revint avec une carcasse de mouton. L'animal avait été préparé pour être rôti à la broche lors de la fête. L'attachant à sa selle, il remonta derrière elle. Tabby ne protesta pas. Le Cockburn ne vivait-il pas aussi de rapine? Je n'ai rien pu faire pour me défendre, dit-elle, pour se justifier aux yeux de ce gitan arrogant. Foutaise! La fortune sourit aux audacieux. Il faut saisir l'occasion et retourner la situation en sa faveur. Ainsi, vous auriez dû cacher l'émeraude, puis, quand j'ai mis pied à terre, voler mon cheval et vous enfuir à Édimbourg. 2 coups de talon, et l'animal s'envola au galop. Johnny Raven connaissait le pays comme sa poche. Tabby n'avait pas à craindre les marées. Elle regrettait de ne pas avoir pensé plus tôt à s'échapper avec le gitan. Mais quelque chose l'avait retenue au château. Désormais, cette attache était rompue à jamais, et elle pouvait tourner le dos à son passé. Elle prouverait à ces satanés Cockburn, son père y compris, qu'elle n'avait pas besoin d'eux. Ils entrèrent dans la ville fortifiée par le sud. En dépit de la saleté et des odeurs nauséabondes d'Édimbourg, Tabby était ravie d'être de retour. Au péage, elle s'apitoya sur le sort des misérables, qui croupissaient dans les donjons de ces tours hérissées de piques. Un peu plus loin, les maisons de Tanner's Close se blottissaient à l'ombre du château perché sur Castle Rock, d'où il dominait la cité. Vous pouvez me laisser dans High Street. Je finirai le chemin à pied pour éviter d'éveiller des soupçons. Le gitan la posa doucement à terre. Vous me faites pitié, Poulette. Pourquoi m'appelez-vous ainsi? Les poules terminent leur vie entre les cuisses de quelqu'un qui leur arrache les plumes. Ne les laissez pas faire, ma belle. Avec un rire sarcastique, Johnny Raven repartit par où ils étaient venus. Tabrisia se dirigea vers la demeure de son mari, comme tout lui semblait étrange. Cette fuite l'avait vidée de son énergie, et elle regrettait de ne pas avoir inventé une histoire plausible pour Abrahams. La maisonnée dormait encore, mais certain d'être accueillie à bras ouverts, Tabrisia frappa résolument à la porte. Le portier réveilla le maître d'hôtel, qui informa le majordome, qui appela le valet, qui réveilla Maxwell Abrahams. Flanqué de ses bastions de serviteurs masculins, celui-ci entra dans la bibliothèque où l'attendait Tabrisia.
Elle voulut parler, mais le regard glacial de son mari la fit taire. Après l'avoir longuement dévisagé, il ne prononça qu'un seul mot. « Qui ?»« Je ne sais pas, bégaya-t-elle, prête à tout, lui avouer sauf l'identité de celui qui l'avait enlevé. Prenant une longue baguette qui servait à attraper les livres sur les étagères élevées, il la battit sur la table. Terrifiée, Tabby fut aussitôt prise de nausée. « Menteuse, c'était l'aventurier, je veux savoir pourquoi vous le protégez. » Maintenant qu'elle avait menti, elle devait continuer à feindre l'ignorance. Je sais seulement que j'ai été emmenée dans un château et gardée prisonnière. J'ai essayé en vain de m'enfuir. Je suis sincèrement désolé que vous ayez dû verser une rançon. Baliverne, mensonge. J'ai payé 20 000 pièces d'or pour une petite souillon de l'orphelinat, de l'or que je n'avais nulle intention de donner. Nous avons été dupés. L'or a été volé au nez et à la barbe des gardes. N'ayez crainte, il ne sera rendu. Le coupable sera arrêté et pendu haut et court. Et vous serez le témoin qui lui passera la corde au cou. Tabrizier s'assit, transi de peur. Le gentilhomme affable et attentionné s'était transformé en reptile calculateur. Seigneur, tous les hommes étaient-ils aussi vils? Victime, victime, hurlait une voix dans sa tête, et Tabby éclata d'un rire nerveux. Abrahams la gifla si violemment que sa tête heurta le dossier de la chaise. Un filet de sang coula de sa lèvre entaillée. Elle se retint de crier tandis que son cœur devenait de pierre. Abrahams ouvrit un tiroir de son bureau. « J'ai ici des papiers signés par un homme de loi, respecté, déclarant que Madame Hall a été votre chaperon à chaque instant et que vous êtes toujours vierge. En étant complice de cet odieux enlèvement, Madame Hall a signé son arrêt de mort. Mais peut-on ajouter foi à ces déclarations ?» Tabby ne répondit pas. « Donald, dit Abrahams à son valet, soyez gentil de vérifier si cette femelle est encore vierge. » Un jeune homme musclé emprisonna les bras de Tabby. Sans hésiter, devant tous les hommes qui regardaient, Donald lui arracha sa culotte bouffante. Elle se débattit, lui cracha la figure, hurla quand il introduisit ses doigts en elle. Elle est très étroite. À mon avis, elle n'a jamais connu d'homme. Un horrible sourire crispa les traits d'Abrahams. Tabby frémit d'horreur. « Alors, tout n'est pas perdu. Allez la préparer. » Elle fut soulagée quand Donald l'emmena. Si elle était restée plus longtemps dans cette pièce, elle serait morte de honte. Elle se jura que si jamais elle s'en sortait, elle ferait payer à tous les hommes, en commençant par le puissant seigneur qui avait été responsable de la déchéance de sa mère, et en finissant par Royce Cockburn, responsable de la sienne. Elle retrouva la chambre qu'elle avait occupée à l'époque heureuse de ses fiançailles. Elle observa Donald tandis qu'il lui préparait un bain. Adipeux, lipu et les mains épaisses, il semblait asexué. Après l'avoir lavé comme une fillette, il lui fit enfiler une tenue transparente, lui brossa les cheveux et lui versa un parfum musqué entre les seins. Elle haïrait cette odeur jusqu'à la fin de ses jours. Tabby arrivait à peine à respirer. C'était comme une sentence de mort. Dorénavant, elle craindrait et détesterait tous les hommes. Si elle survivait à cette épreuve, elle ne se séparerait plus jamais d'une arme. Elle se sentait capable de tuer ce serviteur puis son maître. « À quoi rime cette mascarade ?» murmura-t-elle. « Il n'a plus de temps à perdre, la maladie le ronge. » Tabrizier était étonné. Son mari était-il mourant? Le temps de répit s'était écoulé, tel le sable dans un sablier cruel. Elle fut menée, pieds nus, au premier étage de la demeure. Des statues de marbre, dans des poses obscènes, flanquaient un large corridor. Donald ouvrit la porte de la chambre d'Abrahams et la força à entrer. Entouré de cierges, comme un hôtel, le lit surélevé dominait la pièce. Tabrizier se remémora les paroles de Shannon. Le lâche meurt des centaines de fois. Le héros ne meurt qu'une fois. Le vieillard allongé lui fit signe d'approcher. Elle obéit, décidée à en finir au plus vite, mais elle espérait toujours se réveiller de ce cauchemar. Alors qu'elle s'agenouillait sur le lit, il repoussa le drap et se révéla dans sa nudité. Elle se souvint d'un autre lit, d'un autre homme. La comparaison était si grotesque qu'elle éclata de rire. Une gifle la fit taire. « Pourquoi Donald vous a-t-il donné une chemise qui dévoile votre poitrine? Il sait que la chair féminine me dégoûte. » Elle la força à prendre son membre flasque et à le caresser. « Plus vite, ordonna-t-il. Je dois obtenir une érection suffisante pour vous dépuceler. Seul votre sang peut guérir ma maladie. » Tout devint limpide. Tabby comprit enfin pourquoi Abrahams l'avait acheté à l'orphelinat. « Trop tard, jubila-t-elle. Mon sang virginal a été répandu sur le drap de l'aventurier. » Horrifiée,
Abrahams recula comme s'il avait été brûlé, et Tabby jeta les cierres sur le lit, transformant en brasier l'autel sur lequel elle avait failli être sacrifiée. Le vieillard fit retentir la maison de ses hurlements. Les domestiques accoururent et Tabby mit la confusion à profit pour s'enfuir. Lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, le froid la paralysa. Prenant ses jambes à son cou, elle dépassa les maisons voisines et chercha refuge dans une écurie. Tâtonnant dans l'obscurité, elle dénicha des vêtements rugueux et les enfila sur sa chemise de nuit. Leur puanteur lui souleva le cœur. Affolée, elle s'allongea dans la paille. Où aller? Que faire? Peu à peu, elle s'apaisa. Elle en avait assez de courir. Elle était la fille d'un seigneur, par Dieu. Il était temps de se comporter comme telle et de prendre sa vie en main. Elle possédait une maison en ville remplie de domestiques. Il suffisait de la trouver. Lorsqu'elle s'engouffra dans la ruelle, l'aube teintait le ciel de rose. Alexandria lui avait donné l'adresse de la maison de Magnus. Tabby descendit le Royal Mile, dépassa l'église de Saint-Gilles et entra dans Canongate. Dans ce quartier, les demeures étaient beaucoup plus belles. Chacune s'ornait des armoiries de son propriétaire. Elle finit par découvrir celle des Cockburn, avec au-dessus le blason du comte d'Ormiston et son château de Tantallon. Elle gravit les marches d'un banc et heurta Louis. La gouvernante, qui venait à peine de se lever, prit tout son temps pour venir ouvrir. C'était une brave femme, mais elle n'appréciait pas d'être dérangée à une heure aussi indue. « Fiche le camp, dit-elle, nous ne voulons pas de mendiante par ici. »« Une mendiante » s'emporta Tabrisia, le montant belliqueux. « Sachez que je suis la fille du comte d'Ormiston. Écartez-vous. » La femme hésita et contempla les pieds nus. « Sa seigneurie n'a pas de fille. Je n'ai pas l'intention de discuter avec une domestique, » dit Tabrisia en passant devant la servante médusée. « Vous devez être aveugle pour ne pas voir que je suis une Cockburn. Faites parvenir un message à Tantallon prévenant mon père de mon arrivée. Je veux qu'une femme de chambre monte des seaux d'eau chaude pour mon bain et que la cuisinière me prépare du miel et des scones pour mon petit déjeuner. Vous serez assez bonne de me le servir dans ma chambre. » La maison lui était étrangère, mais elle devina que l'escalier menait aux chambres. La première porte qu'elle ouvrit était une salle de bain. Elle s'y engouffra. Soulagée, elle s'appuya contre la porte. Elle avait réussi. Cela n'avait pas été difficile. Tout était une question d'attitude. L'aventurier avait raison. Si on se comportait comme une carpette, le monde vous marchait dessus. Royce s'était levé à l'aube. C'était un jour important pour les gens du château et les villageois qui habitaient sur les terres des Cockburn, celui où ils étaient remerciés pour leur loyauté et leur labeur. Ils recevaient aussi le serment d'allégeance des membres du clan. Les alentours du château grouillaient d'une foule en liesse. Des bœufs et des moutons rôtissaient sur des broches et des tonneaux de bière étaient mis en perce. Violonneux et cornemuseurs accordaient leurs instruments tandis que les enfants gambadaient, les poches bourrées de pommes et de caramel. Royce se réjouissait de la fête, espérant qu'elle mettrait Tabrisia de meilleure humeur. Il voulait la supplier de lui pardonner pour ce qui s'était passé à Tantallon et lui dire combien il l'aimait. Il s'étonna de voir arriver Lord Lennox aussitôt dans la journée, mais quand celui-ci lui demanda une entrevue privée, Royce en déduisit qu'il s'agissait de Vénétia. Les deux hommes s'installèrent dans l'armurerie. « Je désire épouser ta sœur, Vénétia, Royce. Si tu ne vois aucune objection à l'union de nos deux familles. Au contraire, il y a des avantages pour les deux, David. » Lennox était certain que Cockburn demanderait une somme élevée pour la main de sa sœur. « J'ai un problème de liquidité, Royce. Je vais être obligé de te céder des terres. Tu possèdes un joli manoir dans la contrée du Midlothian, non ?» réfléchit Royce, qui se sentit magnanime. « Oui, mais il est hypothéqué. Mets-le au nom de Vénétia et je paierai tes dettes. »« Tu plaisantes » s'exclama Lennox, surpris et soulagé. « Je suis très sérieux. Serrons-nous la main. Nous ferons rédiger les papiers la semaine prochaine à Édimbourg. » Transporté de joie, Lennox partit à la recherche de Vénétia, adressant une prière de remerciement à la personne qui avait mis l'aventurier de si bonne humeur. Magnus, flanqué seulement de 2 gardes, fit irruption dans la cour. La pauvre Margaret et le reste de la troupe avaient été distancés. Il n'avait pas mis pied à terre qu'il tempêtait déjà. « Tu dois me prendre pour un vieillard sénile, et par Dieu j'en suis un pour me laisser berner par toi, petit scélérat. Je viens de comprendre que l'épouse que tu retiens prisonnière est ma fille. Si tu crois t'en tirer à bon compte, tu es encore plus stupide que moi. Je suis venu la chercher. » « Calme-toi, Magnus. Allons discuter de tout cela en paix. J'exige de voir ma fille. » « À tes ordres. »
Alexandria, ma chérie, veux-tu demander à Tabrisia de venir au solarium? Elle est introuvable, Royce. Elle doit être avec Damascus ou Vénétia. Elle est libre d'aller et de venir à sa guise, demanda Magnus d'un air sceptique. Bon sang, crois-tu que je l'enferme? Comment diable a-t-elle pu épouser cet usurier de Maxwell Abrahams? Je te préviens, Royen, je ne veux pas de tes piètres excuses, ajouta-t-il, comme si tout avait été la faute de Royce depuis les débuts. Royce éleva la voix à son tour. Tu devrais me remercier à 2 genoux de l'avoir sauvé. Abrahams l'a acheté pour se guérir de la syphilis. Magnus blêmit et étreignit soudain sa poitrine. Ne t'inquiète pas, je l'ai enlevé à temps. Attends, tu parles, tu aurais dû le faire avant le mariage, sale petit goujat. Tu as choisi le bon moment pour extorquer de l'or à ce filou. Et pourquoi l'a-t-il épousé légalement? Je vais te le dire, moi, afin de me saigner à blanc. Tu peux faire annuler le mariage. Je ne ferai rien annuler du tout. Elle sera veuve avant que le mariage soit consommé. Calme-toi, Magnus. Je sais que tu n'as peur de rien, mais les murs ont des oreilles. Sans compter qu'à force de hurler, tu risques l'apoplexie. Ça t'arrangerait bien, n'est-ce pas, tonna Magnus. Sache que désormais c'est ma fille qui héritera de tout. Alexandria entra sur la pointe des pieds. Je n'arrive pas à la trouver, Royce. Personne ne l'a vue. Dis aux filles de venir ici tout de suite. En silence, les sœurs se glissèrent les unes après les autres dans la pièce. Royce dévisagea longuement Shannon, Vénétia, Damascus et Alexandria, vêtues de leurs plus jolies robes. De vraies intrigantes. Où est Tabrisia? Cria-t-il. Elle est partie, dit Shannon. Comment? J'en ai ravin, murmura-t-elle. Royce saisit son fouet et elles reculèrent instinctivement. Tabrisia l'avait trahi. Comment avait-elle osé? Elle avait fait un serment et s'était parjurée. Pour la seconde fois, une femme le trompait. Quand apprendrait-il sa leçon? Dehors, s'écria Royce, et ne prononcez plus jamais son nom devant moi. Ta fille adorée est retournée auprès de son mari, ajouta-t-il à l'adresse de Magnus. Si tu parviens à la sauver de ses griffes, tiens-la éloignée de moi, ou je la tuerai. Hors de lui, Magnus ordonna à ses hommes de l'accompagner à Édimbourg et partit dans un jaillissement d'étincelles. En apprenant que Lord Lennox avait obtenu la main de Vénétia, Robert Kerr, le comte de Cessford, vint voir Royce en toute confiance. « Je désire vous entretenir au sujet de Damascus, milord. » Le regard noir de Royce le fit reculer d'un pas. « C'est hors de question, gronda l'aventurier, en jetant un tabouret à travers la pièce. Il avait besoin de solitude et descendit sceller son cheval. Il se sentit si furieux qu'il était prêt à verser du sang innocent. Sous le vernis civilisé perçait à nouveau le sauvage. Il se dirigea vers les collines. La lumière limpide faisait miroiter le paysage verdoyant. Il traversa des prés où broutaient des moutons, contourna des rochers escarpés et des précipices de roches volcaniques. Il chevaucha jusqu'aux plateaux arides, parsemés de pierres que balayait le vent. Il y resta des heures et la pluie fine apaisa peu à peu sa colère. Quand il s'engagea dans un passage étroit entre des rochers, Royce s'arrêta net. Devant lui s'étendait une vallée luxuriante, des nuages de brume, aux éclats d'arc-en-ciel, s'élevait d'une cascade. La beauté du lieu lui perça le cœur. Il se maudit d'avoir laissé une femme briser la carapace d'acier derrière laquelle il s'était réfugié depuis son union avec Anne. Il maudit aussi Dieu, les hommes et les femmes. Il ne revint qu'au milieu de la nuit. Il s'enferma dans l'armurerie et s'enivra jusqu'à l'aube. L'incendie avait ravagé le premier étage et s'était rapidement propagé au second. Les dégâts causés à la magnifique demeure étaient considérables. Abrahams était en état de choc. Quand il apprit la disparition de la coupable, sa fureur ne connut plus de bornes. Les recherches se révélèrent infructueuses. La domesticité venait de se rassembler pour recevoir d'autres instructions quand une douzaine de soldats fit irruption dans la maison, tandis que d'autres l'encerclaient. Le comte d'Ormistan attendit impatiemment que ses hommes fouillent les lieux de fond en comble, puis réunit tout le monde dans la bibliothèque au rayonnage de livres précieux. « L'incendie a ravagé les étages, votre grâce, » dit son lieutenant, « mais nous n'avons pas trouvé de jeune femme. »« Qui cherchez-vous » demanda Abrahams. « Ma fille. Où est-elle » Rusé, Abrahams comprit que sa seule défense résidait dans l'ignorance. « Votre grâce, c'est un malentendu, je le crains. La seule femme qui habite ici est mon épouse. » Magnus s'avança, coinçant l'usurier contre la table. « Les sots m'insupportent. Vous et moi savons que vous ne l'avez épousée que parce qu'elle était la fille d'un comte. Qu'avez-vous fait d'elle ?»« Votre fille ?» balbutia Abrahams. « Je vous assure, vous faites erreur. Il y a certainement une explication logique à tout ceci. Il est facile d'y remédier. Montrez-moi votre épouse. »
Nous avons subi un terrible incendie pendant la nuit. Elle est à l'abri chez un voisin. Menteur. Magnus se tourna vers les domestiques et désigna Donald de l'index. Un soldat empoigna celui-ci sans ménagement et lui perça le bras de la pointe de son épée. Aussitôt le couard se mit à geindre. « Je veux la vérité, » exigea Magnus. « Mon maître a emmené la fille dans sa chambre. Elle a refusé d'accomplir ses devoirs d'épouse. Elle a jeté des bougies sur le lit et s'est enfuie. L'avez-vous poursuivi? Nous avons cherché partout sans la trouver. » Soulagé que Tabrizia ne fût plus dans la maison, Magnus s'inquiéta néanmoins de la savoir dans les rues d'Édimbourg. « Avez-vous rédigé un testament faisant de ma fille votre seule héritière ?»« Bien sûr que non, » répliqua Abrahams. « Un oubli, je gage. Asseyez-vous et écrivez. »« C'est parfaitement inutile, votre grâce. Ma femme ne manquera de rien quand l'heure sera venue. Je viens de payer une rançon en or qui a sérieusement entamé mes finances. Écrivez. » Abrahams, obtempérant, trempa la plume dans l'encrier. « Datez-le du jour de votre mariage, » précisa Magnus en enfonçant son poignard dans le bois poli de la table, tout près de la main d'Abrahams. « Quelle chance d'avoir tous ces témoins impatients de contresigner le document, » ajouta-t-il avec un sourire. Avec la rapidité et l'agilité d'une panthère, l'usurier sortit un poignard de sa manche et le lança dans le dos de Magnus. L'arme trouva sa cible, mais le comte portait une cotte de maille sous son pourpoint et la lame se brisa. Blême, Maxwell Abrahams comprit que son destin était scellé. Les soldats vociféraient, voulant le larder de coups d'épée, ainsi que l'exigeait la coutume. Sourd à leurs cris, Magnus saisit l'usurier à la gorge et lui écrasa la trachée artère. Abrahams rendit l'âme avant même de toucher le sol. Les domestiques furent tous égorgés. Le lieutenant proposa de mettre le feu à la maison et Magnus y consentit. Le comte d'Ormistan grimpait les marches de son hôtel particulier quand on sonna l'alerte au feu de l'autre côté de la ville.